Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules ou 00224 664 24 80 0. Également sur Espace TV tous les matins, mesdames et messieurs, à 18h. Retrouvez cette émission sur Suite FM en rediffusion. En août 2020, le Parti de l'Action Citoyenne par le Travail s'est révélé aux Guinéens. À sa tête, Dr Makale Traoré, vous le voyez à l'écran, activiste de la société civile, femme politique, ancienne ministre. On ne l'attendait pas maintenant sur le terrain politique, mais elle a bien surpris. Sa campagne aura marqué plus d'un, aussi bien par la pertinence de son programme, mais de gouvernance et la qualité du discours utilisé pour étayer donc ses ambitions. Après le vote du 18 octobre, le pacte, ce parti qui prône la citoyenneté, a recueilli 29 589 voix. Le pari n'a pas été gagné, mais les idées ont été entendues par certains Guinéens. Et pour la présidence, c'est déjà la présidente, je veux dire, c'est déjà une bataille de gagner. Il le dit ce matin Jacques Léo-Alluno. Comment envisage-t-elle la gouvernance des prochaines années en Guinée? Quel choix économique pour sortir le pays de la précarité? Dr Makale Traoré est présidente de Pacte. Elle est notre invitée ce matin. J'ai envie de dire un bon sous-sous, quoi. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à aujourd'hui, la mine est sous-sophone aujourd'hui, Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour, docteur. Bienvenue. Faut décrisper un petit peu. C'est très important. Bienvenue donc dans les grandes gueules. Il y a longtemps qu'on ne vous entend pas. Vous étiez allé à l'étranger, à l'extérieur. Un petit moment de repos après la présidentielle où vous aviez besoin de vous éloigner un peu du pays. Je pense que en politique, les mots sont importants. Ouais. C'est quand on a quelque chose à dire, je pense qu'il faut s'exprimer. Ouais. Parce que les mots tuent, les mots arrangent, les mots dérangent. C'est très important de les peser quand on est en politique. Ouais. Donc d'où ce silence. Oui. Ok. Alors, il y a ceux qui disent, des observateurs qui disent que il y a deux Guinées maintenant. Il y a la Guinée d'avant la présidentielle, les législatives, le référendum, et la Guinée d'après. Après tout ce scrutin-là. Est-ce que vous voyez la même chose au regard de la recomposition du paysage politique? Certainement que les masques sont tombés, vous avez appris beaucoup de choses avec un peu de recul. Comment vous voyez la scène politique, cette recomposition de nous? Justement, parce qu'on parle d'Anad, entre autres, de pas mal de choses. Allez-y. Oui, c'est sûr que nous sommes en pleine recomposition. Mais d'abord, les quelques leçons que j'ai tirées de ces élections, c'est que notre pays connaît vraiment un abandon de valeurs qui sont quand même essentielles pour nos cultures et pour nos pays, la fraternité, la famille, et l'amitié. Et la politique est en train de tout fouler aux pieds et c'est dangereux. Donc il est important, je pense, en ce moment, d'interroger l'ordre social et de dire très fort le parti pris qu'on a par rapport à la justice et à l'égalité et aussi par rapport au fait que la pauvreté n'est pas une fatalité et qu'on peut y apporter quelques solutions. Justement, allez-y Tamba. Oui, c'est quand même un environnement de crocodile. Vous le dites, il n'y a pas particulièrement d'état d'âme. Le fait politique, c'est celui-là qui est finalement prisé jusqu'à un certain niveau. Mais moi, la question que je pose, c'est comment vous retrouvez à l'intérieur, comment vous réussissez à poser vos marques, à vous démarquer de ce qu'on a l'habitude de voir dans le quotidien des prises de parole, mais également dans le quotidien des valeurs et des principes défendus. Vous
savez, j'ai une petite expérience quand même de la Guinée et de l'évolution sociopolitique de notre pays. Et j'ai pu observer ce qui va, ce qui ne va pas. Et j'ai été longtemps dans la société civile, mais vous savez que dans la société civile, vous interpellez, vous critiquez, vous faites des propositions, mais la décision, c'est en politique. Et c'est très important de s'engager en politique pour être autour de la table et défendre les idées qui nous sont chères. Et voilà pourquoi je me suis engagée en politique. Je crois que l'être humain est au-dessus de tout et que sa vie est sacrée. Et que le souci de l'être humain, sa contribution à la vie sociale, sa dignité, son intégrité sont importantes à défendre. Et c'est pour ça que j'ai pensé une structure citoyenne, qui met en avant l'amour, l'attachement au pays, que intrinsèquement une politique telle que ça se fait jusqu'à maintenant. Parce que, par exemple, moi, j'ai pas envie que quelqu'un meure pour moi, mais j'ai envie que quelqu'un meure pour son fils. On va peut-être y arriver certainement, mais on observe quand même ce qui est en train de se faire. C'est Loudalen Diallo dans sa prison à ciel ouvert. Les opposants, tous les opposants d'ailleurs autour en ont fait déjà les frais. Des opposants politiques emprisonnés. Mamadou Sylla qui revient en force chef de file de l'opposition, qu'il clame finalement. Est-ce que ce type de rêve... Et qui est bafoué aujourd'hui, il faut le rappeler. Hein, oui, mais ça reste quand même le chef de file de l'opposition. Je suis parfaitement d'accord. Et avec tout le respect, sincèrement, je veux qu'il sache, avec tout le respect dû à l'homme, à la personne, à son âge, j'ai envie de dire, c'est quand même, comme sous Lansana Conté, le retour en force de la médiocrité en politique aujourd'hui. Est-ce que dans cet environnement, j'ai envie de dire brouillé, totalement brouillé, sale même. Oui, c'est le mot. Merci de l'avoir dit, parce que j'y pense. Oui, c'est ça. Mais je ne le dirai pas. Alors, dans cet environnement-là, est-ce que ce type de rêve n'est pas un rêve perdu? Est-ce que pour votre génération, on ne se dirait pas, bon, cette affaire-là, nous on sait que pour nous, là, c'est gâté. Espérons pour les plus jeunes. Non. Bien. Non. Je pense que dans la vie, il faut porter des enjeux. Il faut s'engager. Et moi, en travaillant sur le pacte, le Parti de l'Action citoyenne par le travail, nous avons réfléchi à tous ces aspects. Et d'ailleurs, dès après, pendant les élections, vous avez vu les propositions que nous avons faites aux Guinéens. Et dès après ces élections, nous avons commencé à travailler sur quelque chose qui nous manque et que nous devons absolument conquérir, c'est la citoyenneté. Vous savez, quelles que soient les lois de votre pays, si vos populations ne comprennent pas, la situation est difficile. Et donc, nous avons à éduquer nos populations à la citoyenneté au-delà de l'ethnie. Ce n'est pas une affaire facile, mais c'est un challenge et chacun peut jouer sa partition. Donc nous, par exemple... Oui, on comprend ça, mais la question de Tamba, c'est de voir... Non, mais je n'ai pas envie, moi, de rester sur des constats. Vous savez, les constats, on les fait aujourd'hui tous. Je comprends très bien. Et d'ailleurs, dans vos émissions, tous les jours, ce sont les constats, parlent des mêmes personnes. Je viens pour apporter une contribution à une autre façon de faire la politique. Et je suis convaincu que c'est possible, sinon je ne le ferai pas. Nous en sommes preneurs parce que docteur, parce que Dieu merci, on a docteur aussi en studio, j'allais dire en classe. Docteur Ousmane Kaba est venu avec le même discours. Au-delà des constats, je suis venu pour apporter une contribution précise. Il dit, il faut éduquer. Ce discours sur l'éducation politique du citoyen, il est connu. Il n'est pas nouveau. C'est pourquoi on dit concrètement, qu'est-ce qui va faire que le pacte va se démarquer, va en faire signer ce pacte social. Trois choses. La première, c'est que dès jeudi prochain, nous lançons une série de formations de l'ensemble de nos responsables à la base. Nous aurons les premiers responsables des 38 circonscriptions de la Guinée à Conakry. Ils vont être formés... Vous voulez dire des communes, les 38 communes. Oui, tout à fait. Et donc, qui vont être ici à Conakry pendant 4 jours et qui vont être formés sur les valeurs
la vision, la nouvelle conception de ce parti qui est fondé sur la citoyenneté et non sur le militantisme, pour qu'arriver sur leur site, qu'ils puissent restituer de la meilleure manière possible. Ça, c'est la première série d'activités que nous lançons. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'engagent dans les partis sans vraiment savoir pourquoi, qu'est-ce que le parti... Par exemple, on n'a pas de communicant, par exemple, il est interdit de parler d'ethnocentrisme, etc., etc. Il y a des valeurs que nous allons passer à nos responsables. La deuxième série d'activités va être un ensemble de tables rondes sur des thématiques en lien avec la citoyenneté. Citoyenneté et argent, citoyenneté et militantisme, citoyenneté et corruption. Et ça va être élargi aux autres partis avec des thématiques qui sont confiées à chaque parti pour que ce débat soit ouvert. On ne débat pas en Guinée et les intellectuels sont devenus muets, peureux, et parfois attendent d'être validés par le pouvoir pour s'exprimer. Il faut créer un endroit, tout commence par la réflexion. Et puis, la troisième activité qui va suivre, nous allons essayer d'instituer un colloque annuel. Un colloque annuel qui va réunir des spécialistes, des intellectuels, des hommes politiques, les hommes du média, pour réfléchir à ce que nous voulons faire de notre nation les prochaines années, mais de façon inclusive. Je comprends. Et je crois beaucoup à cette démarche-là. Autrement, un dialogue participatif. Un dialogue participatif. Bah oui. Bon, non. Pas à ce stade. Non, mais parce que quand il parle... je parle d'un colloque. Formation. Un colloque, au sein de son parti. C'est une rencontre scientifique qui fait des propositions qui deviennent après une espèce de gouvernail avec une évaluation annuelle. Vraiment, ça va être colloque annuel qui va nous permettre de regarder ce que nous faisons, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, mais vraiment au-delà des passions tristes, comme le disait Spinoza, j'aime bien les grands auteurs, et les passions tristes. Il faut avoir des passions qui nous fassent avancer dans notre pays. Vous savez, ça peut paraître aujourd'hui anodin ou rêveur. Moi, je veux bien. Quand j'ai dit que je me lançais en politique, avec les idées que j'avais, il y en a qui n'y croyaient pas. Mais après, ils ont vu ce que ça a donné. Nous avons un programme. Ce programme-là, il faut que tous les responsables du parti... Je finis, s'il vous plaît. Il faut que tous les responsables du parti maîtrisent ce programme et l'expliquent à la base. Souvent, dans les partis, les gens ne savent même pas pourquoi ils y adhèrent. Ils adhèrent à cause de la tête du leader. Je ne veux pas que ce soit ça. Je veux qu'on adhère à un programme, à une vision, à une philosophie d'un parti. Des grandes gueules. Et c'est en tout cas de cette façon-là que je veux m'engager avec tous ceux qui sont avec moi. Docteur Makale Traoré, présidente du Pacte, est notre invité ce matin chez les juges. Allez-y, Madame Hiro. C'est bien cette démarche d'intellectuel, d'essayer de cultiver, de fonder une sorte de citoyen, de former le citoyen à savoir vivre dans le pays, à apprendre ce qu'il faut faire et à ne pas faire. Mais ça, c'est les démarches de votre parti, les idées que vous voulez mettre en œuvre. Mais vous êtes un parti politique dans un ensemble. Aujourd'hui, la question d'actualité, c'est le dialogue. Le dialogue permanent qui a été mis en place. Quelle est votre vision? Comment vous partagez cette idée qui est là? Comment vous aimeriez que ce dialogue s'entame dans notre pays? Bon, je pense que les Guinéens savent que je suis une femme de dialogue. Je me souviens, le premier mémorandum que nous avons adressé au président de la République date de 2012, avril 2012, pour un dialogue et l'organisation des élections législatives. Donc, le dialogue, bien sûr, vous savez, mais aujourd'hui, dans le contexte que nous vivons, je crois beaucoup que la libération des prisonniers politiques permettrait d'apaiser la situation et amorcerait en tout cas, donnerait un élan à cette volonté de dialogue. J'ai vu hier Fodé Ousso. Encore des concessions, qui a été empêché d'aller se soigner. Il risque de perdre la vue. Je l'ai vu hier. C'est quand même difficile, ça. C'est difficile. Et je suis une femme du dialogue,
Mais l'expérience que nous avons n'est pas rassurante par rapport au dialogue. Vous savez, moi, je ne sais pas parler en dehors de ma conscience. Ce que je pense, ce que ma conscience me dit, c'est ce que je relais. Le dialogue en Guinée n'est pas un dialogue franc, n'est pas un dialogue sérieux, n'est pas constructif et parfois il est exclusif. Et ça, ça ne nous fait pas avancer. Mais je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un geste du président de la République envers des personnes qui, je pense, pour la plupart en tout cas, sont en prison à cause de leur idée, pour moi, c'est difficile à accepter. Mais que faites-vous de la justice dans tout ça? Parce que vous parlez de concession, à dire, si on libère les prisonniers, c'est déjà un grand pas. En même temps, non, mais attendez, nous sommes les premiers à jeter la pierre sur la justice, madame. Non, s'il y a quelque chose à leur reprocher, qu'on fasse vite, qu'on mette ça sur la table. Qu'on mette sur la table. Mais vous savez, notre pays a une histoire compliquée. Notre pays est un pays qui a une culture de violence, une culture d'accusation, une culture de fabrique d'accusation. Ça, c'est notre histoire. Moi qui vous parle, j'ai été écouté pour déstabilisation et renversement du régime. Oui, ok, on vous a interpellé. Oui, okay. Non, j'ai été entendu. D'accord. Entendu. Ouais, alors, quand on me l'a dit, j'ai cru tomber du ciel, quoi. Wow. Je dis, vous m'entendez pourquoi? On vous entend parce que, voilà, par rapport à la déstabilisation et à la tentative de renversement du régime en place et du président de la République. Wow. À la veille des élections ou après? Non, après. Après les élections. Après les élections. Ouais. Donc, à partir du moment où vous avez vécu ça, vous doutez de tout. Ça, c'est du vécu. Et le professeur Alpha Condé a vécu pareil. Vous savez, en 98, il a été arrêté. Et je me souviens déjà, en 98, on ne me connaissait pas là, mais dans les universités ou dans le milieu du privé. Et ATT est arrivé ici, il organisait une conférence à Mariado Palace. Et tout le Gotha guinéen était là. Je suis arrivé, j'ai levé le doigt au fond. Il me dit, il y a une femme au fond qui lève le doigt. Je l'ai interpellé. J'ai dit, vous êtes un frère d'armes du président Lansana Conté. Ne pouvez-vous pas intercéder auprès de lui pour qu'il élargisse le professeur Alpha Condé? Ça sera un grand geste d'apaisement social. À l'époque, ce pays était chaud. Et je ne connaissais Alpha ni d'Ève ni d'Adam. Mais j'ai vu à la télé ce qu'on avait exposé comme motif d'arrestation. J'ai trouvé que c'était léger. Et je suis réfractaire à l'injustice. Et ces pratiques-là continuent parce que le système est toujours là. Naturellement, on avait espoir que cela allait changer. Mais je crains que ça ne s'empire. Donc, de la même façon que j'ai demandé hier que vraiment il soit élargi, de la même façon, aujourd'hui, je demande vraiment, si justice il y a, qu'on rende justice. Justement, madame la présidente, on va revenir sur cette audition, parce que c'est important. Beaucoup de personnes vous écoutent en ce moment. Quand vous dites, vous avez été auditionné, on vous dit, tentative de coup d'État, assassinat, enfin bref, mouvement subversif. Parce que ça m'a tellement traumatisé. Déstabilisation et tentative de renversement du régime en place et de l'actuel président de la République. Je dis, moi, Makale Traoré, on dit oui. Est-ce qu'ils ont brandi des éléments, des approches, des fréquentations que vous avez eues, des coups de fil que vous avez passés? Ça s'est passé comment? C'est chez vous, on est venu vous trouver ou bien on vous a interpellé? Non, on ne m'a pas appelé à la DPJ, mais l'équipe de la commission rogatoire est venue m'interroger à mon bureau, à Dixine. Alors, quels sont les éléments qu'ils ont pu brandir? Quelques pistes? On m'a posé des questions classiques, quoi. Qui vous fréquentez, qui vous voyez? Qui vous fréquentez, est-ce que vous avez une... Quoi ta question que tu m'as posée ici? Peut-être qu'il fait partie de cette commission. Ta question. Quand je sortais de là, tu me dis, alors, docteur, si le président Selou demande de le rejoindre au second tour, vous acceptez? Je dis oui.
Parce que c'est le guinéen, pour moi, je veux dire, c'est pas un extraterrestre. Bien. Si j'ai des idées communes avec lui, why not? Ouais. Pourquoi Maintenant. pas? Bah ouais. Donc, je crois que Moussa, c'est toi qui m'as créé. Docteur, Parce qu'après, on m'a demandé quelle alliance. J'ai dit non, moi je suis dans aucune alliance. Et il y en a aussi qui ont... Il faut que notre pays change. Vous savez, on a eu une conférence de presse de tous les candidats à mon siège. Ouais. Et moi, je recevais, et celle était à côté de moi. Et par hasard, par pur hasard, j'étais en vert et celle était en blanc. Ok. Mais vous savez que cette image, les gens ont pensé que ça y est, une interprétation. C'est-à-dire, on est tous traumatisés. Les Guinéens, on est tous traumatisés. Ouais. Et Moussa Yoro ne minimise pas ce travail qu'on est en train de faire. Il faut qu'il commence. Il faut qu'il commence. Le travail sur la citoyenneté est galvaudé un peu jusqu'à maintenant. Mais il faut qu'on aille à la base et qu'on explique aux populations. Bien. Très important. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, Madame Makale, vous me tendez la perche par rapport à la question toujours liée aux élections présidentielles. On sait qu'à ce jour, beaucoup de leaders politiques sont empêchés de quitter le pays, qui ont pris part aux élections. Récemment, la justice a dit que la liste est étendue. Est-ce qu'on vous a empêché à un moment donné de quitter le territoire national? Si oui, pourquoi? Et votre avis sur cette décision qui empêche des acteurs politiques de quitter le territoire national? Bon, en ce qui me concerne, j'ai été entendu par la commission. C'est après ça que j'ai voyagé. Donc je pense que je suis libre maintenant de monter et de descendre, mais j'ai quand même posé la question si tous les candidats avaient été entendus. On m'a dit non, c'est certains candidats qui ont été entendus. Bon, donc je faisais partie des candidats qu'il fallait entendre. Sur la question de la justice, franchement, il faut que notre pays bouge. Vous savez, nous avons un pays en désordre. Les grandes gueules. Il faut qu'on en prenne conscience parce que personne ne viendra faire à notre place. Il faut qu'on en prenne conscience. Et aujourd'hui, nos différences ne doivent pas justifier l'inégalité entre nous. Et c'est ce qui se passe, même au niveau de la justice. Vous en avez? Parce que la question, je la pose, c'est par rapport à des règlements de compte dont certains parlent. Je sais que votre époux a été débarqué de son poste lorsqu'Alpha Condé a eu son mandat pour la 4e fois. Troisième fois. Pardon. C'est le premier acte qu'il a pris. C'est ma langue qui a trompé mon esprit. Le premier acte de la 4e République. Voilà. Votre mari a été débarqué de son poste. Le premier décret de la 3e République. Dites-nous de la 4e. Pardon. Le premier décret de la 4e République, c'est votre mari qui en a fait les frais. Et l'UF déjà aujourd'hui subit certains courroux du pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'au sorti des élections, des candidats ont été ciblés pour des règlements de compte éventuels? Est-ce que vous y avez pensé un tout petit peu? Règlement de compte, bon, je sais pas. Moi, j'ai été entendu. Je n'ai pas posé de questions aux autres, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais moi, j'ai été entendu. Et après qu'on m'ait entendu, j'ai voyagé avec mon mari sans problème. C'était stressant, hein? Voilà. Oui, bien sûr. Quand vous savez, je vois. Ça, j'ai écrit, parce que j'ai fait répéter, parce que je me dis ça, c'est une citation d'anthologie. Alors aujourd'hui, docteur. On n'a pas répondu à la question d'Antoine. Le fait que votre mari a été débarqué, est-ce que vous pensez qu'il y a un lien? Ah non, mais j'avais pas compris alors dans ce sens. Mais bien sûr, mais attends, il faut être dupe quand même. Vous savez, un décret qui tombe entre les résultats et l'investiture, je l'ai d'ailleurs dit sur les ondes, que ce décret, il était illégal dans sa forme et dans son fond. Et il aurait pu être attaqué. Dans sa forme, on nomme une personne sans citer le nom de la personne qu'on remplace. Légalement, c'est pas bon dans la forme. Et comme le fond l'emporte, la forme l'emporte, le fond, sur le fond, à partir de là déjà le décret tombe. Deuxièmement, avant l'investiture, il n'y a pas de décret. Mais c'était tellement urgent, c'est pour ça je dis que
un moment, je me suis demandé si je ne suis pas une espèce d'obsession pour le président de la République, parce que ça fait quand même 10 ans que ça dure. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis là, je suis encore là, et je continuerai à me battre pour lui. Et mon mari se porte très bien. Vous savez, ah oui, c'est ça, c'est un homme que je respecte. Je l'ai toujours dit, ça fait 17 ans, ça fait 18 ans que nous sommes mariés. C'est un grand monsieur. C'est vraiment un grand monsieur. Il a de la chance, hein. C'est un grand monsieur. Allez-y, Antoine. Pardon, Jacques. Alors, maintenant, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait que les prisonniers politiques soient libérés. Et en même temps, vous avez abordé de manière superficielle cette recomposition politique aujourd'hui. Est-ce que déjà, dans un premier temps, vous appartenez à un groupe précis ou alors vous faites cavalière seul? Et en même temps, comment vous comptez aborder cette question pour quand même permettre d'arriver à la libération de ces détenus? Parce que je crois comprendre par là que la justice ne nous aiderait pas à les relâcher. Bon, vous posez deux questions. La première, moi, franchement, je suis quelqu'un de très prudente. Je regarde bien les endroits avant de mettre le pied. C'est vrai que je suis sollicitée par différentes alliances. Je vais regarder parce que j'ai une vision et j'ai des idées, forces qui me guident. Si cela correspond, naturellement, il n'y a pas de problème parce qu'en politique, il ne faut pas être seul. Ça, je le sais, il ne faut pas être seul. Il faut être en alliance. Mais, cela dit, je regarde prudemment avant de prendre ma décision. Pour le moment, je suis seul. C'est vous qui regardez ou est-ce qu'il y aura une consultation interne à votre parti politique pour pouvoir décider? Parce que j'entends quand même beaucoup de jeux pour une telle décision. Non, les cadres sont en train de travailler sur tous les documents. D'accord. Ouais, depuis la semaine dernière. Allez-y. Deux questions, je vais en placer deux. Non, je suis très équipée. Bien. Non, c'est bien. Parce qu'il voit un petit peu le nombrilisme partout, mon cher Tamba. Elle n'est pas alpha quand même. Allez-y, mon cher Moussa. Allez-y. La deuxième, c'est... Oui, bien sûr, c'était par rapport aux prisonniers. Quelle démarche aujourd'hui vous comptez entreprendre pour arriver à l'objectif qui est visé? Auprès de qui? Auprès du pouvoir. Mais je suis en train de le faire. Voilà. Alors, docteur, je suis en train de le faire. Il vous croit pas en fait. Aujourd'hui, c'est que le plaidoyer. Je crois que c'est ce que tout le monde fait depuis, ça n'aboutit pas. Mais alors, même vous le faites. Est-ce que vous dites finalement on est impuissant, on laisse tomber au président de décider quand il va le vouloir, il le libère? Je ne sais pas. C'est pas sincère ce que vous dites, hein? Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non, je ne sais pas. Moi, ce que je peux, c'est de plaider, c'est d'interpeller, c'est de dire que c'est pas bon, il faut juger les gens, s'ils sont à juger, s'ils sont pas jugés, il faut les libérer, etc. C'est ce que je peux. Bien. Mais vous voulez que je fasse quoi? Je ne suis pas la justice, je ne suis pas le président de la République. En tout cas, au risque de vous retrouver avec eux. Alors, moi, je trouve... deux questions, Lamine. La première, c'est que lorsque le décret est tombé, c'était tellement urgent, il y a certains caciques du régime qui ont dit, bon, c'est bien fait parce que le monsieur, il appartient à la galaxie présidentielle de la mouvance et il s'est permis d'accompagner madame, lui qui aurait dû arborer le foulard jaune comme nous autres, s'est permis d'accompagner sa femme pour aller voter et tout cela. Est-ce qu'ils disent que c'est une faute politique qu'il a commise? Est-ce que vous voyez cela comme ça? Pendant que les autres étaient en campagne, ils arboraient le jaune, la couleur jaune. La deuxième question, c'est vous entendre sur la situation économique du pays. Voyez-vous, on dit que notre taux de croissance se porte bien, contrairement à certains pays de la sous-région. Mais comment vous voyez la distribution de tout cela au regard de la situation socio-économique du pays? Bon, j'étais pas tellement venu aujourd'hui pour les constats, quoi, parce qu'on le fait tous les jours. Moi, je suis réfractaire à la macroéconomique. Je le dis à tout le monde. Moi, je suis pour la microéconomique. Je suis une femme. PME, oui. Je vois le panier de la ménagère. Je vois que le kilo de viande coûte 80 000 aujourd'hui. Ça, Euro le sait. Et que le piment se vend par unité, le gombo par unité. Ouais. C'est quand même... Le gombo, c'est 1000 francs, 1500. C'est quand même important que quand on prend des décisions au niveau politique, puisque la politique, elle est faite pour servir les populations, d'y réfléchir par deux fois. J'ai salué naturellement le fait qu'on n'ait pas augmenté le prix du
carburant. Ça, vraiment, la personne qui a pu persuader le président de ne pas le faire, c'est vraiment un de ses meilleurs amis. Donc ça, c'est ce que je peux répondre. Moi, la macroéconomie, elle sert à expliquer certaines visions, une certaine vision internationale de l'économie. Mais les choses ont évolué. Nos pays ont leurs spécificités. Nous avons nos problèmes. Il faut que... On a quand même, vous comprenez quand même la nécessité d'y aller parce que la microéconomie s'y insère et elle est même conditionnée par le contexte mondial. On l'a vu avec les crises. Il faut bien conceptualiser ce que nous voulons faire chez nous. C'est très important. Et aller avec ça sur le plateau et discuter. Et pas l'inverse. Oui, et pas l'inverse. Je suis bien d'accord, mais comment, pour ce qui concerne comment mon justement mari, pour votre parti, sur cette question économique, vu que c'est de cela que vous souhaiteriez parler, à mon avis, vous n'allez pas construire une politique économique intérieure sans prendre en compte les contingences internationales. Comment tiendra-t-elle si ces questions internationales ne sont pas prises en premier? Pendant les élections, j'ai bâti mon programme présidentiel sur le budget. Parce qu'il faut d'abord compter sur ses moyens. Celui qui vous donne, la main qui vous donne, elle est au-dessus. Et celle qui reçoit est en dessous. Moi, l'aide, quand on l'analyse, l'aide, d'une certaine façon, me fait peur. Je préfère aller par petits pas sûrs que de me couvrir d'aide qui est détournée le lendemain. Mon avis, c'est que je ne parle pas d'aide. Non, mais ça fait partie parce que les leviers, du système international. Les leviers, je suis bien d'accord, mais les leviers les plus importants aujourd'hui de notre économie, ce sont les mines qui sont conditionnées par le marché international. Ce sont nos transactions, notamment portuaires, qui s'ouvrent au monde entier. Il fallait pas faire des mines une priorité. Dans mon programme, je le dis d'ailleurs, que si j'avais été élu, il y aurait une trêve des contrats miniers, le temps qu'on regarde dedans ce qui se passe. Et aujourd'hui, mon inquiétude, c'est qu'on commence à parler de pétrole. Et c'est vrai que ces ressources-là n'ont pas toujours apporté la gaieté au pays. Voilà. Il faut faire très, très attention. Nous sommes un pays agricole. C'est là-dessus qu'il aurait fallu mettre vraiment l'accent. Pour revenir à la question de votre époux, à la question de mon époux, qu'est-ce que tu aurais fait toi, Moussa? Est-ce qu'il est concevable qu'une femme soit candidate au présidentiel et qu'elle ne soit pas accompagnée par son époux? Ousmane Ba n'a pas accompagné Makali quand même aux élections. D'abord, j'en ai parlé avec lui. Longtemps avant. Nous l'avons préparé ensemble. C'est un homme qui assume, qui a assumé. Je veux dire que la question, elle est derrière nous. Il a accompagné en sachant peut-être très bien ce qui aurait pu se faire. Et vous savez, c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait. Et il n'a aucun regret de l'avoir fait. Est-ce que vous avez un regret, vous, parce que vous, ce n'est pas une question de famille comme la politique. C'est important. C'est pas une question de famille, on parle de question de famille. Est-ce que vous-même, intérieurement, madame, je vous connais, docteur, vous pouvez dire, ah, j'ai mis mon mari au chômage. Non. Alors, est-ce que vous reprochez cela? Non, on l'a décidé ensemble. Non, on n'a pas de regret. En dépit des risques que vous preniez, parce que vous le saviez. On n'a pas de regret. Il n'est pas au chômage? Vous savez, quand on a des compétences... Moi, je ne suis pas avec le président depuis 10 ans. Quand on a des compétences, c'est rare. On ne chôme pas. Voilà, c'est bien dit. Docteur Makali Traoré était notre invité ce matin. Merci beaucoup en tout cas d'être passé chez les Gigi. En espérant vous voir évidemment en super forme la prochaine fois. Parce que ce matin, c'était pas vraiment la forme. Non, il s'est pas bien réveillé. Le café, elle ne l'a pas bu. Elle n'a pas bu le café et puis 2 morceaux de sucre. Parce que c'est de couleur Moussa Moïse tout simplement. Oui, c'est vrai. Voilà. Allez. Merci à vous tous à l'international. Grand merci à Kabine Kondé, à Mohamed Diaby, à Mali Silla, Poutine, à Mafata Sano, à Jacques Lewaleno évidemment qui a préparé cette émission. Demain, c'est Tambar Zakari Minimono que vous allez retrouver, mesdames et messieurs. On se retrouve très bientôt. Merci de votre fidélité sur Espace. Dans un instant, c'est évidemment Zik laisse passer la matinée avec notre ami Arnaud Bécher du côté de Paris. Et puis sur Espace TV, les infos reviennent avec Aïssa Toussané. Bien. Prenez soin de vous. À la prochaine. Au revoir.
Le